Bonsoir et bienvenue à tous. Le grand dialogue national s'est achevé à Yaoundé avec la libération de 333 personnes interpellées et détenues dans le cadre de la crise anglophone, mais surtout avec d'importantes résolutions qui, pour nombre d'observateurs, apportent des solutions à la question de la marginalisation, à la question des frustrations qui sont à l'origine de la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 3 ans. Pourtant, les villes mortes se poursuivent et des extrémistes, notamment ceux qui sont installés dans des pays étrangers, continuent à exiger la partition du Cameroun. Comment procéder pour faire entendre raison à ces sécessionnistes? Après le grand dialogue national et l'arrêt des poursuites contre un certain nombre de personnes interpellées dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, comment convaincre les sécessionnistes à renoncer à leur projet de partition du Cameroun? C'est la principale question au centre de cette émission de 237 débats. Merci madame, monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 débats ce soir, docteur Ndassa Moussa Khalil, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie Duval, le plaisir est le mien. Le plaisir est davantage le mien de vous retrouver après 2 ou 3 semaines d'absence. Vous êtes enseignant de droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Oui, c'est bien ça Duval. Merci d'être venu. Docteur Joël Raphaël Wansi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Oui, je suis content d'être là. C'est l'occasion d'éclairer les téléspectateurs sur certains faits sociaux dont les solutions peuvent être parfois scientifiques. Donc c'est un débat scientifique que nous mettons, sur lequel nous travaillons pour pouvoir éclairer les gens. Alors, vous êtes juriste, internationaliste, vous vous intéressez beaucoup aux questions internationales. Exactement. C'est vrai que vous êtes un peu plus accroché aux questions d'écologie, d'environnement. On aura certainement l'occasion de découvrir cette autre casquette. Infiniment merci d'être venu. Docteur Georges Edimo Mongouri, bonsoir. Bonsoir Duval, merci c'est un plaisir. Oui, merci. Merci de m'avoir invité. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. C'est un plaisir, après ce grand dialogue, de partager. Je pense que les questions qui seront soulevées seront intéressantes pour nos téléspectateurs que je salue. Merci, docteur Georges Edimo Mongouri, d'être venu. Vous êtes politologue. C'est vrai également que vous avez une casquette d'économiste, mais c'est davantage cette casquette de politologue que nous allons solliciter ce soir dans le cadre de cette émission. Docteur Moussa Ndassa, je commence avec vous. Vous avez certainement suivi ce grand dialogue national que nous avons d'ailleurs appelé de tous nos voeux sur ce plateau dans le cadre des émissions précédentes. Cela a été présenté par les uns et les autres comme pouvant être une issue de sortie de cette crise qui secoue la région du nord-ouest et du sud-ouest depuis pratiquement 3 ans. Alors, après ce grand dialogue national, je veux dire en parcourant les résolutions qui ont été prises au cours de ce grand rendez-vous national, est-ce que vous avez le sentiment qu'elles apportent ces résolutions, ou elles pourront apporter des solutions aux problèmes de frustration, de marginalisation qui ont été à l'origine de cette guerre qui secoue les régions du nord et du sud-ouest depuis pratiquement 3 ans? Oui, merci Duval de me donner l'occasion de me prononcer effectivement sur le dialogue national qui vient d'avoir eu lieu à Yaoundé. Il faut déjà féliciter l'initiative qui a été prise par le chef de l'État. Vous vous rappelez, nous appelions de tous nos voeux l'organisation de ce dialogue national. Heureusement qu'il a eu lieu, heureusement que la participation également était massive. Mais avant, je voulais apporter un petit rectificatif à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé des résolutions. Je crois qu'on n'en est pas encore à la phase des résolutions, on est encore à la phase des propositions. Donc, il faudrait peut-être qu'elle soit transformée en résolution et c'est le souhait qui est le nôtre. Donc, il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Maintenant, par rapport à l'opérationnalisation de ces propositions, il faudrait qu'on tienne compte effectivement de la sincérité, n'est-ce pas, des membres. Et il faudrait également, et c'est le plus important à ce niveau, qu'on pense à les mettre en application à courte échéance. Parce que si on diffère toutes les bonnes propositions, ma foi, qui ont été suggérées par tous les débatteurs, il y a de fortes chances qu'on se retrouve à la case départ. Il faudrait également préciser que lorsqu'on parle du dialogue,
Le dialogue est en quelque sorte une espèce de thérapie. Et les règles parlent très souvent de la logothérapie, c'est-à-dire le traitement à travers le dialogue, le traitement à travers les échanges. C'est ce à quoi on a eu à assister. Maintenant, il faudrait qu'on procède à la viabilisation, n'est-ce pas, de tout ce qui a été proposé. Il y a eu un certain nombre d'observations qui ont été faites, ou on va dire ça comment, des observations qui ont été faites déjà au niveau de la préparation, des préparatifs de ce dialogue-là. Mais on a remarqué que pour certains, cela a été corrigé dans le rapport général qui a été rendu public au terme de ce dialogue. On a appris entre autres que sur les 600 personnes qui participaient à ce dialogue, 2 tiers des participants venaient du nord-ouest et du sud-ouest et Absolument. Que 5% venaient de la diaspora. Est-ce que ce sont, je veux dire quoi, cela a levé des appréhensions sur le casting qui, pour certains au départ, était un sujet de polémique et qui pouvait représenter un obstacle à, je veux dire quoi, à la tenue de ce dialogue et puis à l'efficience des mesures qui pourraient être prises au terme de ce dialogue? Oui, justement, je crois que c'était une bonne chose de revenir même au changement du casting. Parce qu'après les consultations. Après les consultations, on s'est rendu compte que le casting devait être biaisé. Donc, heureusement qu'on est revenu à la case départ pour une raison simple. L'épicentre même de la crise se trouve dans la zone anglophone. Donc, il était de bon ton que les plus grands, ou bien la plus grande partie des participants, soient constitués des ressortissants des zones anglophones. Je crois que c'est à mettre au crédit, ou bien c'est à mettre à l'actif même du Premier ministre, ou bien de tous ceux qui se sont chargés de l'organisation de ce dialogue national. Donc, c'est tout ce que je peux dire déjà au niveau de la forme, parce qu'au niveau du fond, il y a des choses... On reviendra bien évidemment dans le fond pour analyser quelques résolutions importantes qui ont été prises au terme de ce dialogue national et qui peuvent avoir un impact sur l'évolution de la situation sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme on l'indiquait, qui était l'épicentre effectivement de cette question. Dr. Wansi, sur la même préoccupation, est-ce que en parcourant les résolutions, je ne sais pas si vous souhaitez vous exprimer d'abord sur la forme, je veux dire l'organisation de cette rencontre-là, mais en parcourant les résolutions, est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'on a avancé dans la résolution des problèmes qui étaient à l'origine de la crise en nord-ouest et du sud-ouest? Je ne parlerai pas d'avancer, je parlerai plutôt, il y a eu un sentiment d'apaisement. Toutefois, les problèmes sont restés puisque à ce que l'actualité nous rapporte, les agitations et les brutalités, les horreurs continuent dans le sud-ouest. Ce que je veux dire, c'est que au niveau de la forme, j'ai trouvé que le temps était très court. Le temps d'évaluation et de préparation du dialogue était suffisamment court. Je ne pense pas qu'une semaine aurait suffi pour une telle activité qui détermine le destin de tout un pays. Parce que les acteurs déterminants qui ont paru peut-être être des configurants ou bien des figurants pour certains, pour une partie de l'opinion. Donc cette situation a fortement divisé l'opinion sur l'appréciation du dialogue. Mais c'est évident, Dr. Wansi, il ne peut pas avoir une unanimité totale sur l'organisation, bien sûr le casting ou sur la façon d'organiser ce truc-là. On a bien observé que... Toutefois, c'est le degré de perception de la chose. Il ne peut pas avoir unanimité. S'il y a l'unanimité, c'est que nous ne sommes plus dans le dialogue ici. Mais c'est la perception pour le commun des Camerounais de se dire, mais ce n'est pas ce genre de personnes qu'on attendait. Je pense que dans la présentation des acteurs, il y a eu quelques failles parce que les gens qui étaient les plus concernés sont ceux qui parlent vraiment de séparation et de sécession. Et c'était l'occasion pour eux d'être là. Et puisqu'ils n'ont pas été là. Mais on a bien vu qu'il y a eu des chefs de bandes armées qui sont venus à l'ouverture, notamment la cérémonie d'ouverture qui était présidée par le Premier ministre sur le gouvernement, qui ont pris la parole. Certains ont même fondu en larmes demandant des excuses. On se souvient encore de ces images avec notamment cette intervention du général Capture and Destroy. C'est un peu de théâtralisation. Est-ce qu'on avait besoin de fondre en larmes là-bas? Je pense que ça a divisé un peu l'opinion anglophone elle-même. Certains ne se sont pas sentis impliqués. Mais toutefois, il faut reconnaître la volonté de l'autorité en place
d'ouvrir un débat sur la question. Et ce débat s'est traduit par ce dialogue. Mais on peut dire que le dialogue a été quelque peu bâclé dans la mesure où il n'a pas laissé toutes les énergies se libérer, toutes les opinions se libérer. Je pense que le dialogue continue, mais il continue dans les esprits cette fois. Alors, docteur Djimo Mongori, et c'est pas ce que dit le rapport, hein, le rapport général rendu public au terme de ce grand dialogue national, il indique qu'il n'y avait aucun sujet tabou, que les gens se sont exprimés de façon libre et que toutes les questions ont été évoquées et que les résolutions qui sont issues de ce grand dialogue national reflètent la volonté du peuple profond. Oh, reflète la volonté du peuple profond, je ne sais pas. Ou bien du Cameroun profond. Bon, enfin, disons que, à mon sens, c'est déjà une grande initiative qui a été prise, qui mérite qu'on le dise ainsi. Elle est à féliciter. C'est vrai, quelqu'un l'a énoncé déjà, le temps imparti, bon, et aussi la qualité des acteurs, ceux qui étaient invités. En fait, les personnes qui sont les plus exposées sont beaucoup plus les populations plus jeunes, c'est les populations féminines. Ce n'est pas nécessairement ces hauts cadres, etc., etc. C'est à ce niveau que je pense qu'un observateur attentif pourrait se demander, écoutez, ce dialogue était là pour présenter beaucoup de gens qui directement ne sont pas nécessairement affectés par la situation. Les gens qui sont affectés, c'est la population jeune, c'est la population estudiantine, c'est la population femme, parce que les réfugiés, les déplacés et tout le reste se comptent essentiellement parmi ces gens, pas nécessairement parmi les leaders d'opinion qui ont été très nombreux et qui ne représentent à la fin pas nécessairement, en fait, qui ne semblent pas être des personnes qui puissent parler pour le compte de ces populations dans cette situation difficile où il s'agit de penser un certain nombre de plaies. Moi, j'aurais souhaité... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui auraient pu être dites et qui auraient pu figurer dans le rapport général et qui auraient pu impacter, je veux dire, influencer sérieusement la résolution de cette crise-là et qui ne l'ont pas été du fait d'un casting pas tout à fait correct de votre point de vue? Oui, absolument. Je pense que, vous savez, je sors un peu de ce cadre, mais nous sommes des pays africains. Oui. Sur une longue durée, sur 20 ans d'observation, on peut noter que 85% des pays subsahariens ont fait face à des conflits. Ces conflits sont généralement, les facteurs chrysogènes sont généralement l'emploi des jeunes, la situation économique. En fait, on est souvent dans des guerres de pauvreté. Et il aurait été certainement important, en tout cas socialement parlant, beaucoup plus intéressant pour beaucoup d'apprendre que les jeunes se plaignent de ceci. Ceux qui font la guerre là derrière, pourquoi est-ce qu'ils la font? Il fallait qu'on leur demande pourquoi ils le font. Hein? Il y a des associations, au-delà des sécessionnistes et des combattants, il y a des associations de jeunes qui, de manière indirecte, sans être impliqués, partagent peut-être les mêmes opinions que les assaillants, que ceci et cela. Donc, je pense qu'au niveau du casting, peut-être on aurait mieux fait. Je voudrais saisir un peu ce que dit M. Mongori en disant que vous avez dit quelque chose de très sérieux. C'est que, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites? Qui auraient pu être dites. J'attendais un peu le mea culpa du pouvoir. C'est-à-dire, nous vous avons compris, mais nous assumons le retard que nous accusons pour vous avoir compris tard. En fait, j'attendais ce mea culpa. Parce qu'en fait, c'est une mauvaise gestion de la situation qui a dégénéré comme ça. Et autre chose que nous attendions, c'est que
qu'on dise l'histoire et non des histoires. Le Cameroun a une histoire qui s'échelonne dans le temps et qui a un impact sur les événements du présent. Cette histoire n'a pas été dite. Et on ne saurait construire une nation sans écrire son histoire. Il n'appartient pas surtout aux historiens, seulement aux historiens d'écrire l'histoire. Le problème de l'histoire du Cameroun se posait. Donc il aurait fallu revenir à une certaine genèse du conflit pour pouvoir expliquer aux jeunes qui ont aujourd'hui entre 1 an et 35 ans, voici pourquoi nous sommes arrivés là. Voici les incompréhensions entre nous. C'est pourquoi je dis que cette théâtralisation... Mais cette question a été évoquée, Dr. Wansi. Lorsque vous parcourez, par exemple, la commission bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale, on vous apprend que parmi les résolutions, il est question d'adopter une loi qui prévoit clairement l'utilisation équitable des deux langues officielles dans tous les domaines de la vie nationale. C'est un problème qui était clairement posé et qui était une source de frustration. Les problèmes linguistiques ne sont pas les problèmes historiques. Lorsque vous avez des références dans l'histoire de votre pays. Mais cette diversité, ce bilinguisme-là, ou bien cette question linguistique, ce bilinguisme est la conséquence des faits historiques, malheureusement. Le bilinguisme est un processus, c'est une marche, n'est-ce pas? Mais par contre, il y a des faits historiques marquants qui déterminent l'avenir et le devenir d'une nation. Ces faits historiques marquants, il faut les rapporter en leur disant, nous appartenons à une même nation, voilà pourquoi nous devions faire la paix très rapidement, nous devons nous ressaisir. Alors, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore enseigné la vraie histoire. On enseigne des histoires, mais on n'a pas enseigné la vraie histoire du Cameroun à nos enfants. Lorsque quelqu'un prend une arme, ou bien encore prend une machette, il va découper son voisin. En fait, il ne voit pas la relation congénitale qu'il y a entre son voisin et lui. Il n'écoute que les discours de la haine, les discours de la violence. Je crois que ce côté a manqué, ce côté pédagogique de préparation au dialogue a manqué. Je pense que l'idée de dialogue était déjà bien, mais il aurait fallu du temps pour que les gens comprennent que l'importance du dialogue. C'est pourquoi ça a été un peu une précipitation, un choix politique précipité. Docteur Dassa, en même temps, dans un grand dialogue national, on ne peut pas tout évoquer, on ne peut pas tout faire. Oui, justement, Duval, j'en venais. C'est vrai que pris sous la forme holistique, on ne pourrait pas tout évoquer, n'est-ce pas, dans un dialogue, mais il y a des questions essentielles qui devraient être évoquées. Je voudrais revenir sur certains aspects, c'est-à-dire que sur des aspects qui m'ont laissé pratiquement sur ma faim. Oui. Vous savez, quand on dit dialogue, on doit détabouiser en quelque sorte le dialogue. C'est-à-dire que rien ne devrait être considéré comme interdit. Mais il me semble qu'on va au dialogue avec un format arrêté. Donc il aurait été de bon ton qu'à certains moments, qu'on essaie, n'est-ce pas, de libérer la parole. C'est vrai qu'en 4 jours, comme le docteur Wansi l'a dit, il n'était pas possible d'écouter tout le monde et autres. Mais je crois qu'en même temps, on aurait pris un peu plus de temps, je crois 1 ou 2 semaines, 1 semaine maximum. Je me dis qu'avec la situation qui urge dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, peut-être c'est ça qui a justifié le semblant de précipitation de la part du régime. Mais de l'avis de tout le monde, les choses se sont très bien passées. La crainte qui est la mienne, c'est au niveau de l'application, ou bien de l'implémentation de tout ce qui a été décidé en ce haut lieu. Parce que si, et moi j'aurais souhaité qu'à courte échéance, je dis bien à courte échéance, qu'on commence à rendre concrètes toutes les mesures qui ont été prises à ce niveau. Et il fallait également, j'ai eu, je ne sais pas si c'est vérifié, il y a un compatriote de la diaspora qui s'est fait arrêter alors qu'il venait pour le compte du dialogue. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faudrait revenir. Donc, oui, il y a d'ailleurs un communiqué du SDF rendu public ce soir, qui indique que le militant du SDF de la région, je crois qu'il venait d'Allemagne, notamment Padia Sanga, c'est comme ça qu'il s'appelle. Padia Sanga, effectivement. Voilà, a été interpellé hier au sorti d'une visite qu'il rendait à des gens en Kundengui. Il a été interpellé et donc on n'est pas très bien fixé sur les conditions dans lesquelles il est interpellé. C'est ce que dit le communiqué. Je crois que c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cette expérience dialogique. Parce que si c'était le cas, vraiment, ce serait regrettable.
parce que je crois qu'il y a des gages qui avaient été offerts à tous les participants, qu'il s'agisse des représentants des groupes armés, ou alors qu'il s'agisse je sais pas, c'est-à-dire que des membres qui sont à la tête d'une quelconque sécession, qu'ils bénéficient en quelque sorte d'une certaine immunité pendant le déroulement du dialogue, à condition qu'ils montraient patte blanche. Donc, au-delà de cela, je voudrais également revenir sur un aspect par rapport aux propositions qui ont été faites, notamment l'érection des zones anglophones, ou bien le fait qu'elles bénéficient désormais d'un statut spécial. Et là, c'est dans la commission de décentralisation et de développement local. C'est une bonne chose, mais on parle de décentralisation avancée. Mais il me semble que cela avait déjà été prévu dans la Constitution de 1987, notamment dans l'article 32 de la dite Constitution. Je me pose la question, qu'est-ce qui fera donc partie effectivement du contenu de cette décentralisation avancée? On annonce que désormais les gouverneurs ou bien les présidents des régions dans ces localités seraient élus. Donc je souhaiterais effectivement que, peut-être à la faveur de la prochaine session parlementaire, qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises pour rendre opérationnel. Oui, sur cette question, effectivement, on a appris à travers les résolutions qui ont été arrêtées qu'il faut accorder aux régions du Nord et du Sud un statut spécial, conformément dit à l'article 62.2, alinéa 2 donc, de la Constitution, donc mettre en place dans les meilleurs délais ces régions-là. C'est ce que la résolution dit. Et plus loin, supprimer la disposition relative à la nomination des délégués du gouvernement. Et puis, renforcer l'autonomie financière des collectivités locales avec, par exemple, un taux de 10 à 15% du budget de l'État qui doit être alloué aux collectivités territoriales décentralisées, ou en supprimant, par exemple, le principe du guichet unique du Trésor qui retarde, dit-on, le transfert effectif des fonds aux autorités locales. Ces mesures, ces résolutions qui sont adoptées, qui sont retenues, si elles sont implémentées, elles pourraient être données un coup de pied sérieux. Oui, elles pourraient donner un coup de pied sérieux, mais il faudrait qu'on se pose une autre question. Pourquoi est-ce que ceux qui ont pris les armes se plaignent? Parce que si on répond à une question qui n'est pas posée par ceux qui se plaignent, forcément, il faut déjà diagnostiquer très bien le problème. Mais je pense que il y a eu un peu de surenchère politique dans les revendications des sécessionnistes. Moi, je pose poser la question de savoir, s'ils aiment tant la fédération, qu'est-ce que le pouvoir a à perdre à prononcer le mot fédération? Puisque si on donne des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs spécifiques à une région, pour qu'elle s'autonomise, mais pourquoi n'appellera-t-on pas ces régions des entités fédérées? Qu'est-ce qui fait mal dans ce système? Oui, mais cette question a été effectivement évoquée au sein de cette commission et au cours du grand débat. Et il semble que ce qu'on en a retenu, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de fétichisme à faire autour de la décentralisation ou de la fédération, et que ce qui compte, et d'ailleurs beaucoup l'ont dit au moment où il fallait effectivement rendre compte de des conclusions de ce grand dialogue national, ce qui compte, c'est le contenu qu'on donne à l'autonomie des régions ou des collectivités territoriales décentralisées. On peut appeler ça comme on veut, selon ce qui apparaît dans le rapport final, mais ce qui compte, c'est le contenu. Et effectivement, lorsqu'on parcourt les éléments de ce contenu, on voit là par exemple la question du budget, du taux du budget qu'il faut allouer, la question du guichet unique qu'il faut supprimer, le statut spécial qu'il faut accorder aux régions du Nord et du Sud-Ouest. Ce sont peut-être des éléments importants qui pourraient booster cette décentralisation, si on veut l'appeler ainsi, non? Oui, je crois que tu vas vous mettre le doigt dans l'abcès, parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans le fétichisme de la labellisation ou bien de la qualification. Donc, qu'il s'agisse de la région, bien qu'il s'agisse de la fédération, si il est établi qu'il y aura effectivement une autonomie financière, une autonomie administrative et une véritable décentralisation, il me semble qu'on n'est pas très loin de la fédération. Donc, il faudrait en même temps qu'on essaie d'éviter, n'est-ce pas, de procéder à une surenchère, comme le docteur Wansi le disait. Mais la crainte qui est la mienne, jusqu'à présent, c'est le fait selon lequel les mouvements sécessionnistes sont devenus des mouvements pratiquement qui sont acéphales. Il y a des personnes qui n'ont rien à voir
avec la légitimité même de ces revendications, mais qui ont intérêt à ce que cette crise persiste ou bien perdure. Parce que ces personnes en ont fait une industrie de rente. Il y a des personnes, honnêtement, qui... excusez-moi de revenir sur le cas de l'assassinat effroyable de Florence Ayafor. Jusqu'à présent, je n'en reviens pas. Je parle de la gardienne de prison qui s'est fait complètement... dans des conditions inhumaines. Dans des conditions inhumaines. Vous voyez, vous allez me dire que c'est toujours par rapport c'est toujours par rapport aux revendications sécessionnistes ou autre chose. Mais je crois qu'à un moment, il fallait qu'on s'arrête, qu'on se pose, n'est-ce pas, beaucoup de questions. À un moment, j'étais partisan du cessez-le-feu. Mais à la lieu où les choses vont, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est la bonne issue? Est-ce que c'est la bonne voie? Lorsqu'il y a une guerre, il y a des dérapages de toute nature. J'ai connu la guerre du Libéria, où des enfants de 12 ans, 13 ans dépeçaient des adultes, où des enfants faisaient des colliers avec les intestins des morts. Où vous voyez ces enfants en Sierra Leone qui portaient des crânes humains comme décoration. Je crois que il faut continuer de parler de ces horreurs pour que ces horreurs cessent. Mais le problème, c'est que il faut mettre en place une pédagogie de récupération des jeunes, de traitement des jeunes. Parce que pour arriver à ce degré d'horreur, il faut être déséquilibré mentalement. Absolument. Il faut avoir perdu toute humanité. Donc, ce sont des gens qu'il faut traiter. Cette question a été évoquée au sein de la commission des armements, entre autres, Dr Wansi, parce que lorsqu'on parcourt les résolutions, on lit par exemple qu'il faut envisager la prise en charge de ces jeunes, du point de vue psychique, du point de vue spirituel, entre autres. Ça veut dire qu'on a pris la mesure du niveau de toxicité des produits qu'ils ont ingurgités pendant toute la période où ils étaient dans la brousse pendant cette période. Nous n'avons jamais eu dans notre histoire de cas similaires. Mais sauf si je reviens très loin dans le maquis, où on découpait, on égorgeait les gens, on découpait les têtes qu'on exposait pour créer l'horreur dans la population. On les appelait à l'époque les supplétifs de l'armée française, qui découpaient les gens dans les années 58-59, exposaient les têtes sur les plans de marché. Mais la perception n'est pas la même, puisqu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a les images qui circulent. Vous voyez, cette horreur est rentrée, les enfants le regardent sur les tablettes et sur les téléphones. C'est grave. Alors, ce que je veux dire, c'est que il faut que nous nous préparions à visiter les autres pays, que le Cameroun envoie des experts. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du cas du Libéria, justement. Oui. Le Libéria aujourd'hui est un pays qui s'est stabilisé, mais qui a connu des moments assez difficiles. Il y a eu une première guerre au Libéria. Il y a eu, au terme de cette guerre-là, un certain nombre de résolutions et des tentatives de réconciliation qui n'ont pas tout à fait marché. Cela a débouché sur un autre conflit. Une seconde guerre. La deuxième guerre du Libéria. Oui. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer, par exemple, de l'échec des premières négociations, et comment est-ce qu'on a réussi finalement à ramener la paix dans ce pays-là? Est-ce que cela peut nous inspirer, nous, au Cameroun? Le désarmement et la sincérité des acteurs, la volonté politique. Parce qu'à un certain moment, il faut avoir le courage du prince, déposer son glaive. Celui qui détient le pouvoir doit déposer le glaive, le fait du prince. Si nous continuons de croire que la force est le seul moyen de résoudre tous les problèmes, c'est une erreur gravissime. On ne peut pas. Vous pouvez, dès lors que des sentiments, des faux sentiments de nationalisme étriqué ont déjà, d'une certaine manière, envahi les jeunes, envahi les personnes, je dis des faux nationalismes étriqués, ça devient très difficile de les faire revenir à la raison. C'est pourquoi je vous ai dit que notre État, le Cameroun, devrait envoyer des experts dans des pays qui ont pu résoudre des conflits, notamment la Sierra Leone, notamment la Côte d'Ivoire, le Libéria, des pays d'Afrique de l'Ouest que nous avons visités, où nous avons travaillé, pour dire aux gens, voilà les solutions que nous avons appliquées. Est-ce que ces solutions peuvent être applicables? Il y a des États qui envoient des experts ici pour venir voir comment marche notre décentralisation,
comment marchent nos marchés, comment ça fonctionne. Le Cameroun a des compétences dans certains domaines. De même, nous aussi, on pourrait aller dans ces pays-là, comprendre les faits sociaux que constitue la guerre, que constitue la violence. Docteur Georges Dimo, est-ce que les mesures qui ont été prises ou les résolutions qui ont été suggérées, qui pourraient être implémentées par le président de la République selon les conditions qu'il a lui-même indiquées dans son tweet au lendemain des conclusions ou si vous voulez de la clôture de ce grand dialogue national, est-ce que ces résolutions-là, couplées aux mesures d'apaisement qui ont été prises par le chef de l'État en ordonnant l'arrêt des poursuites contre les personnes, par exemple, qui ont été interpellées et gardées dans le cadre de la crise anglophone, est-ce que toutes ces mesures mises ensemble ne devraient pas amener les sécessionnistes, par exemple, à renoncer à leur projet de partition du pays? Je pense qu'il faut déjà aller très vite dans l'implémentation des différentes solutions. Ça a été dit, il faut aller vite, il faut aller très vite, et il faut surtout se dire que on est à un début d'un long processus et que au-delà des mesures qui ont été prises, il y a beaucoup d'autres qui doivent encore être prises, pas nécessairement à travers un dialogue, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Notamment, je pense que il faut, quelqu'un l'a dit ici, toucher du doigt les causes même de ces conflits. Parce qu'il y a des causes qu'on a un peu occultées. Et il faut aller vers toutes les causes. Je pense qu'une des causes est toujours le fait que ce monde, ces régions, sont organisées d'une autre façon que les nôtres, au départ. Naturellement... C'est la conséquence de l'héritage colonial. Oui. C'est à ça que vous voulez faire allusion. Oui. C'est-à-dire que on implique les populations beaucoup plus dans la gestion des choses publiques. On les responsabilise. Et à mon sens, 10% de recettes budgétaires affectées à ces communes pour résoudre des problèmes aussi importants me semble peu, personnellement. Si on veut aller plus loin, considérer que ce sont les jeunes essentiellement qui sont touchés, ce sont les jeunes qui prennent le fusil. Il faut quand même pouvoir offrir une alternative à la prise de l'arme. Exactement. Ça veut dire que il faudrait, à mon sens, pour ces régions qui sont dites de décentralisation avancée, qu'on porte le cap tout simplement à 20%, à 25%. Ce n'est pas trop. En fait, quand on regarde en termes comparatifs, dans des pays où la décentralisation est déjà arrivée à une forme très aboutie, je prends juste l'exemple de la France. Les finances publiques à la disposition des régions, des communes et des départements dépassent l'encours qui est à la disposition de l'État central. Donc le rapport est du type 60-40. Donc on n'a pas fait un grand pas en disant que ces régions ont un régime spécial et que on parte de la somme minable qui était autour de 3%. 3% à 10 à 15%. Mais la question est autre. Il s'agit de dire comment est-ce qu'on va créer des emplois? On va leur permettre de créer des emplois. Comment? Mais sur cette question, docteur Idioum-Ngori, il y a une commission qu'on appelle la commission de reconstruction des zones touchées par la crise, qui a proposé, par exemple, la reprise immédiate des projets qui avaient été suspendus et qui étaient en cours ces 3 dernières années. Il parle, par exemple, du projet de construction de la route Babadjou-Bamenda,
ou encore la route de Loum, Tombel, Kumba, entre autres, et par la reconstruction des infrastructures économiques prioritaires pour, disent-ils, soutenir et relancer les systèmes de production par la remise en service des entreprises publiques agro-industrielles comme la CDC, Pamol, entre autres. Ça veut dire qu'on y a pensé, non? Remettre la CDC sur les rails, en fait, ça devrait être une disposition prise au niveau de l'État central sans tenir compte du fait que le budget, en fait, la mairie devrait y contribuer. Je pense, à mon sens, que on devrait plutôt permettre aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes groupements qui sont en place, d'avoir une opportunité d'être utilisés, de gagner leur vie par eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser les populations, celles qui veulent élever les escargots, puisqu'on en élève beaucoup, on en consomme beaucoup. Je prends juste un exemple. Qu'on partage suffisamment d'argent à ces communes qui ont quand même, à la différence de ce qu'on vit dans les zones francophones, il y a une forte tendance de ce côté-là à impliquer les gens, à leur donner, déjà dans le cadre des églises, on le voit très clairement, les gens prennent des initiatives extrêmement fortes. Donc il y a une question, c'est la question de l'argent à mettre à la disposition de ces populations pour les employer et détourner leur intention de cette autre voie qui leur est proposée, qui est la voie des armes. Monsieur Mongori, oui. Je voulais ajouter quelque chose. Parce que vous savez, cette commission-là, c'était l'une des commissions les plus importantes. La commission qui est relative à la reconstruction. Donc ça renvoie un peu, s'il faut faire un parallèle avec ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, à une espèce de plan Marshall. Un plan qui pourrait être envisageable en vue de la reconstruction totale. Parce que vous savez, il y a eu des plaies béantes. Le tissu social est complètement liquéfié dans cette zone. Absolument. Donc il faudrait imaginer, n'est-ce pas, des bonnes solutions. Mais maintenant, comment est-ce qu'il est possible de penser au plan Marshall immédiatement alors que la zone n'est pas encore pacifiée? Donc là, il s'agirait en quelque sorte de vouloir réaliser la quadrature du cercle. Parce qu'il y a encore des groupuscules qu'on n'arrive même pas à maîtriser dans la zone. Et c'est la véritable problématique. C'est pour cette raison que moi, je suis à peu près favorable, après ce dialogue, qu'on puisse continuer, peut-être sous forme réduite maintenant, d'autres expériences dialogiques, en pensant à l'institution d'une espèce de médiateur qui n'aurait aucune connexion avec un quelconque parti politique et autres. Un membre de la paix, un médiateur qui peut être national, mais je ne suis pas très favorable à la médiation internationale. Mais tel que les choses sont parties, il ne serait pas surprenant qu'on puisse y penser dans le style du modèle de l'ombudsman. C'est-à-dire une personne qui serait en quelque sorte la courroie entre les populations locales qui sont frustrées et peut-être le pouvoir central. Il faudrait penser à cela à courte échéance avant d'envisager le plan de reconstruction. Parce qu'on ne saurait reconstruire dans les situations plus pareilles. Nous ne sommes plus en présence des facteurs chrysogènes. Nous sommes en présence de la crise. Donc, il faudrait qu'on y pense avant d'arriver. Donc, je pensais à la médiation, une médiation qui peut être nationale. Au-delà, il faut s'approcher, c'est pour mettre de l'eau à son moulin, il faut s'approcher systématiquement de ces sécessionnistes. Voilà. Docteur Zaza disait quelque chose. M. Mongori aussi l'a dit, que les causes de la guerre. Moi, j'ai vu les zones de guerre qui ont semblé être pacifiées en Afrique ont toujours ne le sont pas effectivement. La guerre du Biafra a généré la guerre du Delta. Les groupuscules du Delta qui prennent des gens en otage ou encore qui attaquent les forages de pétrole dans la région du Delta au Nigeria, c'est des conséquences d'un aménagement du territoire promis, d'une mauvaise redistribution des biens dans la zone du Delta. Ce qui se passe dans certains pays tels que le Mali, c'est la mauvaise gestion des questions liées à la Zawad, au Touareg, à la redistribution des biens,
à la réduction des biens au Mali, qui continue aujourd'hui de s'opposer et qui entraîne ce que nous avons vu. Tout ce que vous dites est bien, mais cela se fait après la guerre. Mais je vous ai dit que il faut restaurer l'histoire. Et quand vous restaurez l'histoire dans cette région qui est très riche, du nord-ouest et du sud-ouest, vous découvrez que il y a eu une injustice de l'histoire qu'il faut rapidement corriger. Absolument. Parce que cette région est un enjeu stratégique et géostratégique. Stratégique, pourquoi? Parce qu'en politique nationale, il y a eu, je ne dirais pas une annexion entre guillemets, je vais dire une politique d'absorption de cet État, de cette région, pour aboutir à un État unitaire. Et en quelle année elle a eu lieu? En 1972. En 1971, 69, 68, 69, 71, il y avait encore la guerre du Biafra. Il y a une relation. Qui soutenait la guerre du Biafra? La France. La France a soutenu la sécession biafraise. Et lorsqu'il y a eu échec de la sécession biafraise, elle était à la recherche du pétrole. Elle s'est tournée vers le Cameroun. Pouvait-elle supporter un État fédéré qu'elle voulait exploiter du pétrole dans un État fédéré? Je pense que les mouvements nationalistes camerounais, des zones anglophones, étaient très tranchants, très exigeants. Donc ça, et à l'époque, on a donc poussé Ahidjo à lever les questions de fédération pour arriver à l'État unitaire. C'était une forme de contrôle. Absolument. C'était un enjeu. Absolument. Certains pays comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, n'ont pas apprécié cette dissolution de la fédération. Donc cet enjeu a un impact aujourd'hui. Plus ou moins, laissons les flagorneries diplomatiques qui disent « Oh non, nous sommes contents maintenant de voir qu'il y a un dialogue qui est ouvert. » Mais tout ça, il y a un enjeu géostratégique entre les anglo-saxons, les anglo-américains et les Français, qui considèrent l'Afrique centrale, notamment les pays francophones du Golfe de Guinée, comme un espace d'influence. Et donc, c'est cette vérité qu'il faut dire aux gens. C'est pourquoi, moi, je disais que retour à la fédération, la terminologie, la région, ça ne pose pas. S'ils veulent la fédération, on leur donne la fédération. Même sans contenu. Ah, même puisqu'ils veulent la fédération. Vous comprenez? Les mêmes spécificités qui sont accordées au traitement particulier qu'on veut accorder au sud-ouest et au nord-ouest. Ces mêmes spécificités peuvent s'exercer dans le cadre d'une fédération. Moi, je pense que, à la limite, même on aboutira là-bas. Non, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais du fétichisme au niveau des dénominations. Mais il faut dire que sur le plan fondamental, contrairement à ce qu'on peut dire, il y a une différence entre la fédération et le régionalisme. Parce que dans les États fédérés, voilà, il y a des assemblées locales, il y a des budgets différents. Généralement, c'est 65% qui restent au niveau de l'État fédéré, 35% montent au niveau de l'État central ou bien l'État fédéral. Rien à voir avec le régionalisme. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on nous laisse l'impression que le régionalisme, c'est la même chose que la fédération. Non, si appliqué de façon concrète, il y a une différence entre la fédération et le régionalisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette proposition qui a été faite par le SDF au sortir de ce dialogue national. Un texte, un communiqué d'ailleurs signé du président national du SDF qui propose, parlant de ce statut spécial qu'on voudrait accorder aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, un statut spécial sur le modèle québécois. Oui, le modèle québécois, parce que vous savez, pour entrer précisément à cette région-là, son parlement, son exécutif avec un premier ministre et puis un pouvoir, une autorité judiciaire particulière. Bon, là, je ne sais pas, parce que... une sorte de fédération dans un système unitaire décentralisé. C'est compliqué, parce que pour entrer dans la province du Québec, il faut un visa. Donc, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si on peut l'appliquer dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est pas surtout ça le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est... Si vous avez dit tout à l'heure, s'ils veulent la fédération, qu'on leur donne la fédération. Non, c'est pas ça. La fédération n'a rien à voir avec le régionalisme. La décentralisation dont on parle, ça suppose effectivement une autonomie financière. Mais on parle d'une autonomie un peu trop poussée.
c'était prévu dans la Constitution de 1996. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va être accélérée, comment est-ce qu'on va l'implémenter. Mais si on l'implémente déjà, c'est une bonne chose. Mais par rapport au rendu, par rapport au feedback que nous avons, ou bien par rapport aux participants, les anglophones qui étaient à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu trop de sons de dissonance ou bien de discordance. Donc ça suppose qu'ils adhèrent au projet. Mais est-ce que cette adhésion est en quelque sorte le reflet ou bien en quelque sorte le ressenti, le reflet, n'est-ce pas, de ce que les populations locales ressentent. Donc c'est à ce niveau-là ma principale appréhension. Oui, pour quelqu'un qui fréquente souvent ces milieux, j'ai eu à constater que les anglophones se plaignent, entre autres, de ce que, il faut parler des choses comme elles sont. Le pétrole, pour l'essentiel, sort de leur zone. Et cette chaîne de pétrole a généré au Cameroun 6 grandes entreprises. Une qui conserve, c'est SDP, l'autre qui vend, c'est Cladex, une autre qui fait des contrôles techniques, c'est YGRAT, une autre qui revend sur les marchés, d'une manière générale, c'est SPH. Il y a la Sonara qui est à la machine et il y a la SNH. Pour être concret, pour eux, ils se seraient attendus à ce que la Sonara, où ils n'ont pas de poste important, parce que moi j'aime dire mes choses comme elles sont, parce qu'ils n'ont pas ces postes importants. C'est pour ça que je dis qu'après le dialogue, il y a des choses qu'il faut faire, parce que c'est des plaies qui sont ouvertes. Et à un moment donné, il faut aller dans le sens de la volonté des autres, si on veut vraiment un apaisement soutenu. Et vous n'inventez rien, puisque lorsqu'on a écouté certains de ces anglophones à la cérémonie d'ouverture du Grand Dialogue National, notamment ces jeunes considérés comme des patrons des bandes armées qui ont pris la parole au Grand Dialogue National, ils ont évoqué cette question pour insister sur la marginalisation, sur la frustration, sur le fait qu'il y a dans leur localité, dans leur zone, des entreprises qui ont pignon sur rue, mais pour lesquelles ils ne tirent pas grand profit. Il n'y a aucun cadre qui soit originaire de la région. Ces entreprises ne recrutent pas les fils du terroir, entre autres. Ils ont l'impression que ce sont des structures pour lesquelles ils n'ont aucun intérêt. Et lorsqu'ils l'ont dit, c'était justement pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Donc, il faut dire qu'il y a ces 6 sociétés, SNH, YGRAT, etc., etc. Bon, pour le moment, on n'a pas eu l'impression que même celles qui sont moyennes sont gérées par ces populations. En fait, la source qui est exploitée, c'est le pétrole, qui pour le moment vient quand même à 80-85% de ces zones. Donc, il faut prendre ces choses en compte. Il faut prendre en compte le fait que il y a, pour apaiser, ne serait-ce que pour apaiser, dans l'ordre protocolaire des choses, il y a quand même 6 personnalités qui sont là. Pour apaiser, on pourrait toujours donner 2 aux anglophones parmi les 6. Pour le moment, on ne sait pas le cas. Et que les ministères de souveraineté, auxquels ils ont très peu accès jusqu'ici, qu'ils aient quand même l'impression qu'on leur donne cette possibilité de le faire. Parce qu'en fait, le problème de fond, je reviens dessus, c'est celui du pouvoir d'achat, de l'emploi des jeunes. Et sur cette question, tout à l'heure, vous avez évoqué la possibilité, la question de l'emploi, qui devrait être un levier pour résoudre la question des armements. Et je voudrais préciser que toujours dans cette commission reconstruction des zones touchées, on a proposé quelque part l'indemnisation des particuliers, des congrégations religieuses au titre des pertes subies. Absolument. Et la mise en place des programmes d'assistance sociale directe aux victimes. Absolument. Ça peut être peut-être un levier important. Oui. Absolument. Ça peut être la solution, mais une des solutions qui a été appliquée dans d'autres États, c'est le système de zone franche. C'est-à-dire, on a imaginé un système d'abattement fiscal pour que les zones de guerre puissent se reconstituer et que des entrepreneurs puissent naître dans cette région. Mais je crois qu'il y a un problème aussi qui se pose, qui est sérieux,
qu'on n'a pas abordé, c'est la culturation anglophone. Vous savez, moi j'ai été élève au lycée bilingue de Boya du temps d'Aïdio. Vous comprenez? Nous sommes des parfaits bilingues, puisque nous sommes la première expérience de lycée bilingue au Cameroun. Balingo Grammar School Moliko, où on faisait tout en anglais et tout en français. Biology, physics, chemistry, geography, history, tout ça. Tout fait en anglais, on a tout fait en français, qui formait de vrais bilingues. Parmi nous, des généraux, des ingénieurs, des docteurs, tout le monde est bilingue. Ma thèse est en anglais. Bien. Je vais vous dire, il y a une acculturation. Nous avons connu à l'internat des anglophones organisés qui avaient déjà un système qui connaissait déjà le mouvement associatif. Associatif, c'est très développé de ce côté. Oui, qui connaissait le mouvement associatif. Même dans le cœur des églises. Hein. Exactement. Donc, ce système a... Vous le voyez, il y a ce système colonial avec le Cameroun Welfare Union. Oui, les exactement. syndicats et tout ce qu'on peut Donc, imaginer. lors de l'État unitaire, Ça c'est tombé. c'est tombé parce que le mouvement associatif était vu dans les années 60-70 du pouvoir d'Aïdio comme étant des mouvements subversifs. Il était difficile d'avoir l'autonomie de la pensée. Et tout cela a été une forme de frustration pour les populations de cette région. C'est pourquoi, quand je vous parlais de fédération, la fédération induit une culture, une manière de vivre. Ces gens que nous visitions dans les maisons, qui avaient leur gazon bien taillé, qui prenaient leur thé à 15 heures, qui lisaient le journal en anglais, qui écoutaient, qui avaient une organisation sociale qui ressemblait en fait aux Britanniques, qu'ils avaient hérité de la colonisation. Donc, cette acculturation qui a affecté leur inculturation n'a pas favorisé une véritable autonomie. Une véritable autonomie par rapport à ce que nous à leurs aspirations. Exactement. C'est pourquoi je vous dis quelque chose. Que moi, tout ce qui est dit, toutes les propositions qui sont faites, déboucheront tôt ou tard vers la fédération. Donc la marche vers la décentralisation débouchera vers la fédération. Oui, je voulais également rebondir par rapport à cela. Est-ce qu'il y a des propositions qu'on aurait dû faire, des choses qu'on aurait dû ajouter pendant le dialogue national? Moi, j'avais pensé à un moment à l'institution d'un poste de vice-président qui serait réservé à un anglophone. C'est vrai que ça a fusé dans les débats et autres. On se disait qu'on devait y penser, mais je crois qu'on en a... C'est aussi une piste de solution. Sur le plan formel, oui, ça représente quelque chose. Parce que quand on voit en termes de personnalité, quand est-ce que le premier anglophone arrive, c'est source également, n'est-ce pas, de frustration. Analysons un tout petit peu ça, peut-être. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre raisonnement. Analysons un peu cette suggestion de poste de vice-président. Cela supposerait la modification de la Constitution et peut-être une mutation même du système, du régime politique actuel. Oui. On glisserait fatalement vers un régime présidentiel. Encore qu'il n'y a pas véritablement entente sur la nature même du régime camerounais. Il y en a qui parlent du régime présidentiel, il y en a qui parlent du régime hyper-présidentiel, il y en a qui parlent également du régime... Bon, je parle d'un régime présidentiel sur le modèle américain, avec un président, un vice-président. Oui, un vice-président. On peut imaginer une espèce de ticket, comme ça se passe aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire que le président et son vice qui sont élus... Non, en fait, le poste de vice-président ne serait pas forcément électif. C'est-à-dire on peut imaginer la cooptation même d'une personnalité, mais toujours est-il dit que ce soit intégré, n'est-ce pas, dans la Constitution, de telle sorte qu'en cas de vacances... Oui, mais qu'est-ce qui serait meilleur pour eux? Un Premier ministre, chef du gouvernement, peut-être pour lequel on renforcerait les pouvoirs, ou un vice-président qui serait comme une sorte de marionnette. Non, en fait, moi je dis qu'il ne faudrait pas faire l'économie de toutes les solutions qui sont susceptibles de... Alors là, vous parlez du symbole. Oui, c'est le symbole. C'est surtout sur le plan du symbole. Voilà, c'est au niveau du... C'est pas mauvais.
Et on peut même imaginer, un peu comme ça se passe au Nigeria, une espèce de rotation. C'est-à-dire que 10 ans pour les francophones, peut-être 10 autres années pour les anglophones. Ce sont des pistes de réflexion qui pourraient, à court terme ou bien à moyen terme, contribuer à peser la situation. C'est pas mauvais. Parce que même les symboles comptent, n'est-ce pas, dans une société. Il ne faudrait pas négliger ces aspects. Même si les symboles comptent, il ne faudrait pas que les élites s'accaparent du destin de l'État. En disant, un ministre décide, il ne faut pas que ce soit perçu comme un partage. Oui. Parce qu'un État aussi a une mission, la mission de développement. Et la mission de développement, lorsqu'on est sincère, on peut sortir de on peut sortir de n'importe où et servir son État. Parce que si vous le faites, vous finissez par ignorer la volonté des populations. Oui, absolument. Il faut rendre au peuple le pouvoir. Oui, justement, les mêmes populations, lorsque vous les écoutez, je ne parlerai pas de jérémiades, lorsque vous écoutez en quelque sorte les déliances ou les plaintes, n'est-ce pas, de ces populations, elles se plaignent de n'avoir jamais occupé un ministère de souveraineté. Donc ça suppose qu'elles s'identifient de temps en temps, n'est-ce pas, au travers de leur élite gouvernante. C'est pas mauvais, ce symbolisme-là. Et je voulais, pour ne pas perdre le fil, dire qu'il y a un risque avec le fait qu'on ait considéré, n'est-ce pas, les zones anglophones comme désormais, n'est-ce pas, la proposition qui consiste à ériger ces zones en zones à statut spécial. Il n'y a pas 3 jours, les ressortissants de l'extrême nord ont des revendications qui vont dans le sens. Il y a une espèce de boîte à Pandore qu'on est en train d'ouvrir. Donc il faudrait également qu'on essaie de résoudre ces problèmes de façon holistique. Parce que ça pose un problème par rapport au vivre ensemble, par rapport au sentiment même. C'est pour ça c'est une question et je comprends l'embarras même de nos... Qu'on risquerait de retomber au fédéralisme. Et dans les propositions qui ont été faites, à la fin, on parle du retour à la République unie du Cameroun. Donc ça suppose qu'on intègre le fait que ces 2 États qui étaient auparavant séparés, qui se sont mis ensemble. Alors, si on fait un peu le tour ce qu'on peut considérer comme les principales résolutions issues de ce grand dialogue national, dans la commission bilinguisme et diversité culturelle et cohésion sociale, entre autres, on a parlé de l'adoption d'une loi qui prévoit clairement l'utilisation équitable des 2 langues officielles dans tous les domaines de la vie. Au niveau de la commission du système judiciaire, entre autres, on a proposé de tenir compte du critère de la maîtrise de la langue, notamment de l'anglais, ou encore de celle du système juridique de la common law, entre autres pour déployer le personnel judiciaire dans les régions du nord-ouest du Sud. On se souvient que c'était une préoccupation de ces populations-là qui estimaient qu'on envoyait dans ces localités-là des gens qui ne savaient même pas parler anglais et qui venaient juger des anglophones en français selon les lois qui étaient selon le code civil ou encore voilà qu'ils apportent une suggestion à cette question-là. On a également entendu dire au niveau de la commission de décentralisation, on en parlait tout à l'heure, qu'il faut accorder donc aux régions du nord-ouest et du sud-ouest un statut spécial conformément à l'article 62 alinéa 2 de la Constitution, et puis mettre en place effectivement les régions dans les meilleurs délais, entre autres. Alors, docteur Francis, c'est vrai que vous êtes un peu, lorsqu'on vous écoute depuis le début de l'émission, vous avez l'air un peu dubitatif sur l'efficience de ces mesures-là, mais si elles étaient effectivement appliquées, implémentées, comme dirait tout à l'heure, le disait tout à l'heure le docteur Dassa, est-ce qu'elles ne pourraient pas un tout petit peu contribuer à faire bouger les lignes, notamment faire reculer un tant soit peu les sécessionnistes qui, jusqu'ici pour certains, continuent de réclamer la partition du Cameroun. Je vous ai dit que les sécessionnistes, c'est une surenchère. Ouais. En fait, sur le droit international, on ne peut plus revenir sur la partition du Cameroun. Ouais. Ce n'est pas possible. C'est une résolution des Nations Unies, c'est un fou. C'est comme si vous me demandiez si on peut revenir sur l'unification entre le Timor oriental et le Timor occidental.
tout a été fait sur des bases purement de droit international. C'est terminé, c'est fini. Mais les gens vous prennent toujours l'exemple du Soudan. Le cas du Soudan, le Soudan n'est pas né de deux États. Le Soudan est né c'est une sécession, c'est une séparation. D'accord. Il n'y avait pas deux Soudans avant. Non. Vous comprenez? Donc la situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même sur le plan juridique. Voyez-vous. Mais tout ce on peut aussi ajouter le cas éthiopien avec l'Érythrée. Oui, avec l'Érythrée. L'Érythrée a été annexée par l'Éthiopie. Et quand vous parliez d'exemple de dialogue national, de réconciliation nationale, ils ont réussi effectivement. L'Éthiopie peut nous inspirer. Oui, l'Éthiopie, les Tigréens ont longtemps dominé la vie politique en Éthiopie. Mais dès lors qu'ils ont compris que s'ils continuent d'utiliser la force, Mengistu Ali Mariam était tigréen, l'État peut se désagréger, puisqu'il y avait les Oromous qui étaient taxés de tout, mais qui étaient la tribu la plus nombreuse. Et ils ont donc décidé, comme par consensus, dit, ok, you Oromo people, take the power. On leur a donné le pouvoir. Le premier ministre est Oromo. Ça a permis d'apaiser beaucoup de situations. Ça a permis même un rapprochement entre les Érythréens et les Éthiopiens. Puisque les Érythréens sont d'abord musulmans, comme les Oromous. Les Tigréens sont chrétiens et orthodoxes. Donc ça a permis d'apaiser la situation. Il y a un certain moment dans la vie d'une nation où les hommes d'État doivent prendre le destin en main et poser des actes. Alors, de ce point de vue, docteur Ido Mongori, au-delà de l'exemple libérien qu'évoquait tout à l'heure le docteur Ouassi, qui peut inspirer le Cameroun dans la recherche des solutions dans une situation de dialogue national comme celle-là, pouvant permettre de ramener les uns les autres sur la table, aplanir les divergences et ramener la sérénité dans la région du Nord et du Sud-Ouest. En dehors donc de cet exemple libérien, il y a cet exemple éthiopien qui visiblement est un exemple important dans le cadre, dans l'histoire des règlements pacifiques des conflits ou des crises de cette nature. Absolument, ça c'est un cas historique et je pense que quelqu'un l'a évoqué là. Il faudrait bien qu'on pense à visiter, à ancrer dans les détails, dans les méandres de toutes ces situations. Je pense que nous sommes dans une situation, pour ma part, beaucoup plus grave que on dit. On devrait chercher des voies, toutes voies possibles pour aller vers cet apaisement. J'ai beaucoup aimé la mesure d'apaisement qui touchait la question MRC. J'ai beaucoup aimé. Parce que, la décision prise par le président de la République d'arrêter les poursuites contre toutes les personnes parce que nous qui ont été arrêtées dans le cadre de la contestation de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Oui, parce que nous devons aller vers l'apaisement et à tous les niveaux. Naturellement, de ce côté, on voit que ça s'est relâché un tout petit peu et je crois que on n'aura plus ce genre de situation sous peu de temps. Je pense que nous devons prendre aussi la mesure de la gravité de la situation. Vous savez, selon les statistiques, lorsque une guerre intestine ou une guerre d'usure, parce qu'il s'agit d'une guerre d'usure, commence à dépasser 5 ans, de manière automatique, les études empiriques vont vous dire il y a une perte de 2 points de pourcentage de croissance. Au-delà, il y a un effet d'éviction énorme sur les flux d'investissement direct étranger. En fait, il y a donc une fuite de capitaux en cas de guerre de l'ordre qui frappe à peu près 20% des populations, alors qu'en temps de paix, la fuite de capitaux va frapper 5% de personnes. Aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait mesuré, mais je suis persuadé que si cette situation n'est pas maîtrisée, et elle est assez grave, parce qu'en fait, on ne le dit pas assez,
mais les principales entreprises qui faisaient travailler ces régions sont aujourd'hui presque toutes à l'arrêt. L'enjeu économique. Donc, il faut trouver des moyens, suffisamment de moyens, pour remettre ces entreprises en scène. Et au-delà, créer des moyens qui entretiennent cette dynamique redistributive qui devait être là. Et les élans participatifs, il faut aller à la rencontre de ces élans participatifs qui existent déjà, et on ne peut pas le faire sans avoir naturellement à ne plus passer. Il faut éviter de passer par le guichet unique qui, d'après nous, est toujours une porte de sortie pour estorquer de l'argent aux communes qui ne sont pas guéries, parce qu'on ne le dit pas assez. Les communautés urbaines L114, elles gèrent beaucoup plus de moyens que les 360 communes qui génèrent en fait la richesse au Cameroun. Et ça, ce n'est pas normal. Et ces communes n'ont pas la puissance ni relationnelle ni de leadership qui leur permet d'avoir même accès aux centimes additionnels auxquels elles ont accès. Donc il y a toute une organisation et justement, des fonctionnaires ce qu'il dit est tout à fait vrai, qui font même pas sur des centaines de milliards chaque année qui disparaissent. Donc, à mon avis, déjà, cette histoire de guichet unique, là, il faudrait déjà commencer à l'exclure. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sont les communautés urbaines qui, elles aussi, parfois, pour avoir accès à leurs, on appelle quoi, de décentralisation, leur dotation de décentralisation, doivent magouiller très fort, payer des pots de vin par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et justement, donc, cet enjeu stratégique interne dont parlait le docteur Mongori a aussi une implication sur la scène internationale. Absolument. Les Camerounais devaient être assez courageux pour auditer leurs relations avec les grandes puissances, comme l'ont fait certains pays. J'ai dit bien auditer. Qu'est-ce que notre gouvernement a fait avec tel ou tel pays? Aujourd'hui, on voit comment ça se passe aux États-Unis, où on est en train de se poser la question de savoir qu'est-ce qui a été vraiment dit entre le président ukrainien et le président des États-Unis. Est-ce que la politique étrangère devrait encore être un tabou pour les États? Parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont pu nous apporter en 60 ans? Rien. Quels sont les partenaires qui nous ont apporté, qu'est-ce que nous avons donné et qu'est-ce que nous avons reçu? Je vous ai dit ça. C'est la question du franc CFA. Oui, la question du franc CFA. Je vous ai dit ça pendant l'émission, que l'une des causes de la guerre du nord au sud-ouest, au nord-ouest, c'est le fait des Français d'avoir poussé le président Idiot à adopter l'État unitaire. Absolument. Ils ont une responsabilité en la matière. Et quand ils l'ont fait, quand il a fait, quelques années après, 2 ans, 3 ans après, a été créé quoi? La Sonara. Ils ont posé leur Sonara en 75 avec leurs intérêts. Donc quelque chose se passe. Il faut auditer ces relations en se posant la question de savoir qu'est-ce que nous avons perdu, qu'est-ce que nous avons gagné dans tous ces phares. Alors, et sur cette question-là, vous touchez un autre aspect, je veux dire la question de l'apport de la diaspora, on va le dire, à la résolution de cette crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Il y avait une commission qui travaillait effectivement sur la diaspora. On a proposé, entre autres, de réformer le code de nationalité. Absolument. Pour donner la possibilité aux gens d'avoir une double nationalité et une nationalité multiple. On a parlé d'adopter un principe de la représentativité de la diaspora au niveau parlementaire, au niveau du gouvernement, entre autres. On a également parlé de la création d'une agence transnationale d'investissement et de développement pour la diaspora. De ce point de vue, docteur Edio Mongori, cette agence transnationale peut être un important levier également, non? Absolument, ça peut être un important levier, c'est d'autant plus que, en fait, la contribution de la diaspora au financement de notre économie dépasse la contribution des institutions internationales à travers les simples transferts.
logiquement, on devrait leur donner une autre place. On devrait mettre en place des structures qui les encouragent à faire plus, à faire mieux. Mais il semble que ces transferts d'argent et ces recettes-là, davantage rentrent dans la consommation directe plutôt que des investissements qui peuvent être des sources, je veux dire, qui peuvent générer d'autres Mais écoutez, dans des zones comme celle-là où une personne sur 20 peut-être bosse, il faut savoir que les familles dans une... On ne peut pas faire autrement. Oui, dépendent de ces transferts d'argent. Je voulais dire, pour revenir à la proposition qui est faite concernant la double nationalité, il faut peut-être revenir à l'histoire. Pourquoi est-ce que la double nationalité a été instituée? Vous savez, pendant ou bien sous le régime Aïjo, les ressortissants camerounais qui étaient à l'étranger étaient pour la plupart des exilés. Ils étaient considérés comme une menace même au pouvoir, n'est-ce pas, au pouvoir, n'est-ce pas, du président Aïjo. Donc il était question de les exclure définitivement du jeu politique. Mais je crois que le problème ne se pose plus à l'heure actuelle. Il faudrait donc faire sauter ce verrou. Il faudrait permettre aux nationaux qui sont à l'étranger de jouir, n'est-ce pas, de 2 ou 3 nationalités. Surtout qu'on sait que beaucoup de ceux qui nous dirigent ont au moins 2 ou 3 nationalités. Donc il ne faudrait pas qu'on essaie de continuer à faire de la double nationalité un prétexte pour exclure ceux qui nous apportent beaucoup sur le plan financier, n'est-ce pas, de la scène politique. Alors au-delà de cette question de la double nationalité, on a bien observé que dans cette commission, on a également proposé qu'on désigne une équipe qui sera chargée de prendre langue avec les membres radicalisés de la diaspora. Absolument. Et là, ça revient à un élément qui a été évoqué par le président de la République dans son discours du 10 septembre dernier, qui semblait indiquer que l'essentiel, de l'extrémisme sur le terrain dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest était inspiré de la diaspora. Ça veut dire que de ce point de vue-là, c'est une résolution importante. Comment est-ce qu'elle peut être implémentée? Oui, en fait, c'est vrai que l'essentiel de l'extrémisme est inspiré de la diaspora, comme vous le dites si bien. Mais il faut reconnaître que parmi ces ressortissants camerounais qui sont à l'étranger, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a toute la substance grise et autres. Généralement, c'est ceux qui ont été frustrés, qui sont partis à l'étranger, parce qu'ils n'ont plus la possibilité de continuer. Pourquoi? Parce que banni des universités et autres. Et toute cette situation a été considérée comme une espèce de ferment de l'extrémisme. Donc aujourd'hui, il faudrait les associer parce qu'en fait, nous sommes les enfants du même pays. Nous avons la même patrie et autres. Docteur Dansa, je rajouterais quelque chose. La culture politique de la diaspora est différente de la culture politique au Cameroun. La diaspora évolue dans un espace démocratique où les présidents sont élus, où les débats politiques sont ouverts, où les questions sociales sont discutées. Ici, il y a des questions taboues. La diaspora ne va pas se conforter dans la longévité du pouvoir quand une classe politique ne se renouvelle pas. Et ils voient la classe politique se renouveler autour d'eux avec des nationalités françaises, allemandes, et restes. Disons-nous la vérité. Donc, ils finissent par devenir opposants même par essence. Opposant à un système de valeurs politiques. Mais docteur, on ne peut pas concilier, je disais ça, on ne peut donc pas concilier la vision politique de la diaspora et la vision politique nationale sur le plan organisation, sur le plan gestion politique. Alors, la question que j'ai posée, c'est vrai, quand vous expliquez ça, on comprend très bien quel est, le logiciel de ces extrémistes ou bien de ces radicaux sécessionnistes, on peut les appeler comme ça. Mais en même temps, si on prend en compte les enjeux, et je veux dire, ce qu'on a considéré ou qu'on considère comme l'intérêt national, avec les enjeux que cela charrie, est-ce que le moment n'est pas venu, avec tous ces éléments que nous avons cités qui sont mis bout à bout, de faire une sorte, de mettre la pédale douce, ne serait-ce que pour mettre un terme à ces violences qu'on observe dans ces régions du Nord et du Sud-Ouest, pour permettre aux populations, avec les mesures qui sont prises et avec les solutions que le président a proposées, que les populations retournent sur leur site et recommencent à vaquer normalement à des occupations, quitte à ce que ce combat de l'alternance, je ne sais pas de quoi,
sont menées plus tard. Qu'est-ce qui est préoccupant? Je veux dire, qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire, c'est la paix qui est prioritaire. Et pour avoir la paix, je vous dis quelque chose. Il faut renouveler la classe politique. Tant qu'on voit les mêmes hommes, c'est difficile de réconcilier les hommes. Vous voyez, nous avons parlé du succès de l'Éthiopie. Ils ont renouvelé la classe politique. En Côte d'Ivoire, il y a blocage. Parce qu'on retrouve les mêmes acteurs, les mêmes Bédier, les mêmes Gbagbo, les mêmes Ouattara, tout ça. Il faut renouveler la classe politique dans un pays où il y a 65% de jeunes. Ceux qui ont bâti ce pays dans les années 60, ils avaient 24 ans. Il y avait des ministres de 26 ans au Cameroun. Pourquoi la classe politique ne se renouvelle pas? Si la classe politique ne se renouvelle pas, c'est qu'il y a une sclérose du pouvoir. Et pour qu'il y ait une fluidité dans les institutions, il faut qu'on trouve de nouveaux hommes. Les peuples auront le temps de les apprécier. Donc, pour arriver à la paix, il faut un moment que les hommes partent, qu'ils se renouvellent. C'est des dialectiques tout à fait naturelles. Alors, de ce point de vue, ça va être difficile, cette mission qui est donc déployée dans la diaspora pour échanger, prendre langue avec les Camerounais radicalisés de la diaspora, docteur Edimo Mongori. Oui, ça peut être radical, mais à dire vrai, pourtant, c'est le j'ai une autre perception de cette situation. Enfin, disons que j'ai une autre lecture. Elle n'est certainement pas celle qui est partagée par la large majorité, mais moi j'ai eu le sentiment que ce dialogue national pose en fait de nouveaux indicateurs. Même si on ne le dit pas, il y a des questions qu'on avait d'ailleurs exclues, qui ont été débattues. Il y a des choses auxquelles beaucoup ne s'attendaient pas, qui ont été faites. Je ne vais pas m'exercer dans la prophétie, mais j'ai totalement le sentiment que ceux qui dirigent ont compris, eux aussi, qu'il faut aller ailleurs. Il faut intégrer du sang neuf, massivement. Et je crois que, pour moi, le dialogue, c'est la note qu'il portait. C'est un indicateur pour dire on va déjà vers la sortie et on va renouveler. C'est par rapport à ça que je dis, dans cette dynamique, il faut absolument que le fait que les populations anglophones aient été un peu absents dans la gestion des affaires publiques, je vais dire les plus importants postes. Naturellement, je pense au ministère de souveraineté. Il faut qu'on leur donne cette possibilité d'y aller. Ce n'est pas toujours normal, à mon sens, que le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, le président du Conseil constitutionnel soient tous francophones, même si le Premier ministre est anglophone. Pour évoluer dans le sens de l'apaisement, ça aurait été mieux d'avoir non seulement plus d'anglophones, mais aussi plus de figures plus jeunes du côté, et là je le rejoins. Mais je crois que cette dynamique est déjà enclenchée. Alors, j'imagine que vous voulez faire allusion peut-être déjà au casting réalisé par le Premier ministre dans la constitution des commissions. Je voudrais quand même faire observer que lorsque vous regardez la constitution de ces commissions-là, vous remarquez que pour l'essentiel, ceux qu'on a souvent considérés comme les barons du régime, en réalité, n'étaient que des personnalités ressources qui occupaient les derniers rangs. C'est pour cela que je dis que cette dynamique est déjà enclenchée. Quand on lit à travers les lignes, on pense qu'on va vers un renouvellement déjà de la classe politique. On retire progressivement les classiques. On constate qu'en fait, pour relancer et l'économie et remonter le risque pays, parce qu'en fait, il faut le dire,
Hein, on n'investit que là où on a l'impression que les choses... On a des assurances, des garanties. des garanties. Je voulais revenir sur un aspect, avec votre permission. Je crois que ce dialogue national a ceci de positif, qu'il a fédéré en quelque sorte toutes les tendances de la société, même sur le plan représentatif. Maintenant, ce qu'il faut faire, je dis bien et j'insiste là-dessus, à coûter. Il ne faudrait pas qu'on laisse refroidir ces bonnes initiatives. Absolument. Il faudrait agir rapidement. On est déjà à une semaine. Et on a déjà le sentiment de d'autres. tassement. Donc il faudrait qu'on pose des actes rapides. J'ai suivi le Premier ministre dire que toutes les propositions sont sur la table du président de la République. Donc il faudrait rapidement que ce qui a lieu de faire, le président de la République, au travers d'un tweet, il a dit qu'il va étudier ce qui sera possible. On verra dans quelle mesure Ça sera fait. Ça sera Avec fait. les moyens et Donc, les il faudrait conditions déjà qui sont les nôtres. qu'on montre, n'est-ce pas, des gages même de changement aux populations qui se considèrent comme ostracisées, notamment les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il faudrait agir rapidement. Agir rapidement, ça ne veut pas dire agir dans la précipitation. Parce que ce qu'il y a lieu de faire, il faudrait montrer, donner des signaux positifs aux populations, n'est-ce pas, qui pour une raison ou pour une autre se considèrent jusqu'à présent comme au banc, n'est-ce pas, de la société camerounaise ou bien comme marginalisés. Alors, on parlait tout à l'heure des signes, des indicateurs, docteur le montrait. Lorsqu'on regarde effectivement la condition des commissions, on voit ceux qui pilotaient les commissions, le cardinal Christian Toumi, docteur Simon Munzou, Joshua aussi, ce ne sont pas des amis du pouvoir. Hein. Oui, c'était représentatif d'une pensée anglophone. Ils étaient représentatifs d'une culture. Mais je vous ai dit que, parlant des indicateurs, ces indicateurs sont voilés aujourd'hui par la politique du commandement, héritée du système colonial français. Le lieutenant-gouverneur qui fait tout, c'est le préfet d'aujourd'hui. C'est lui qui décide même de jeter les gens en prison, qu'on appelle la peine, la fameuse détention administrative. Ce n'est pas normal. Chez les anglophones, ça ne se conçoit pas qu'un préfet, un administrateur, qui n'est pas le juge, vous prenne et vous amène dans une prison, vous confie au régisseur, enfermez le mois. C'est pas normal. C'est pas normal du tout, du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les mesures les plus urgentes, c'est de donner de l'air, c'est-à-dire de fluidifier l'administration, la relation entre les administrateurs et les administrés. Sinon, si quelqu'un vient à une conférence, ou bien encore veut faire la moindre marche, on la lui interdit, il force, il se retrouve en prison. On n'a rien fait. On est revenu au même système néocolonial et colonial. Alors, on va sortir de l'émission dans quelques secondes. Peut-être un dernier jet, docteur Idio Mongouri, sur les mesures qui doivent être prises. Il y a un dialogue national qui vient de s'achever. Il y a des résolutions qui ont été prises au sein des commissions. Le président de la République a indiqué qu'il prendra la mesure de l'intérêt de ces suggestions-là et en fonction des moyens qui sont les nôtres, verra comment les implémenter au fur et à mesure. Est-ce que avec tout cela, il faudrait peut-être s'attendre à ce qu'on considère comme des radicaux qui sont pour l'essentiel installés dans les pays étrangers qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle notre diaspora, puissent lever un tout petit peu le pied en attendant peut-être de voir qu'est-ce qui peut être fait pour que la paix revienne définitivement dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est une démarche qui doit se faire de manière conjointe, de leviers qu'il faudrait actionner. Le premier, c'est de les comprendre, de les convaincre, ceux-là, d'échanger massivement avec eux, de s'ouvrir véritablement à eux. L'autre, c'est de leur couper l'herbe sous le pied en créant des conditions qui ne leur permettent plus de fédérer ces énergies qui sont oisives, qui attendent un bout de pain, qui attendent ceci et cela, d'où relancer massivement la décentralisation, non seulement en l'accélérant, mais en la rendant véritablement effective, en ce sens que les populations
Je dis souvent ça, les finances publiques ne sont pas produites à Yaoundé, mais 70% de personnes à peu près gèrent à peu près 90% de finances publiques en circulation. Non, c'est pas bien. Il faut revenir à un autre schéma où ces communes qui sont là-bas gèrent au moins 25-30% de l'argent, si on les appelle régions spéciales. Hein, en supposant que nous, ici, du côté francophone, on pourrait peut-être se satisfaire de 15 à 20%, parce qu'en fait, il faut le dire, aussi longtemps que beaucoup d'argent reste à la disposition de peu de gens, ils peuvent justifier à tout moment des missions sans fin et user de l'argent complètement, sans même le détourner, juste parce que, en fait, il n'y a pas de région, il n'y a pas de décentralisation effective. Le ministre reste, dans le système actuel, la personne à tout faire, qui a des ordres de mission qui se signent en permanence, qui peut justifier que je vais au nord la semaine prochaine, au sud la semaine d'après. Bon, vous voyez que ce n'est pas correct. Ceux qui produisent cet argent, ce sont les communes. Il faut que ces communes gèrent beaucoup plus. Plus vous mettez de l'argent à la disposition de peu de gens, plus il y a des risques que vous ne voyez plus gros cet argent. Je rappelle que la CONAC et la NIF, dans des rapports concordants, disent que le Cameroun affiche annuellement des manques à gagner pour les caisses de l'État de l'ordre de 1500 milliards. Ça va où? Et 1500 milliards, si on compare avec les chiffres d'il y a quelques années, ça veut dire que les chiffres vont croissant. Docteur Wansi, je vous pose la question de façon très simple pour qu'on sorte de l'émission. Comment faire entendre raison aux sécessionnistes après ce grand dialogue national qui vient de s'achever, avec les résolutions qui ont été prises et les mesures d'apaisement du chef de l'État concernant, liées par exemple à l'arrêt des poursuites contre un certain nombre de personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone? Il y aura toujours des extrémistes. On gère les extrémistes en les associant au processus démocratique. C'est ce qui s'est passé dans certains pays comme la Tunisie. Il y avait des extrémistes islamistes qui ont formé un parti. Il y a des radicaux qui ont formé des partis dans des États européens. Et pour le faire, il faut un espace démocratique. Pas un véritable espace démocratique, avec des institutions fortes, pas des hommes forts, on n'en a pas besoin. Lorsque les institutions vont fonctionner de manière démocratique, les extrémistes seront perdus, on ne parlera plus d'eux. Lorsque nous fermons la porte au débat démocratique, nous ouvrons la porte aux extrémistes. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'États africains. Donc, pour moi, il n'y aura jamais de sécession. C'est une décision de droit international qui consacre la fédération du Cameroun, qui consacre l'union entre deux États. C'est terminé depuis 1961. On n'arrivera jamais là-bas. Dès lors, les extrémistes, je crois que c'est des agitations qui ne feront pas long feu. Tout au contraire, nous nous affaiblissons, nous, en ne renouvelant pas démocratiquement notre classe politique. Donc nous leur donnons du grain à moudre. C'est ce que je peux dire à propos. Dr Ndassa, pour sortir. Oui, je voulais dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour entendre raison, comment faire pour entendre raison des sécessionnistes? Il faut dire rapidement qu'il faut rapidement offrir les gages de changement, les gages de sincérité à ceux qui ont pris les armes sur le terrain. Donc il faut continuer tout ce qui est possible dans le sens du dialogue. Il faudrait créer, au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qui a été décidé pendant le dialogue, une espèce de cellule d'écoute qui reçoit toujours les propositions. Qu'on ne se dise pas que tout a été dit pendant le grand dialogue national. Et la cellule d'écoute là aura pour mission de transmettre au fur et à mesure toutes les propositions qui pourraient être faites. Et je reviens encore là-dessus, agir rapidement, faire preuve de proactivité, ne pas attendre qu'il y ait un problème avant d'agir. Parce que chaque fois qu'on attend un problème avant d'agir, il se fait déjà très tard. Parce qu'effectivement, on se souvient qu'on a eu cette appréhension avec un certain nombre de personnes qui estimaient que des mesures semblables avaient été prises à la tripartite, mais qui n'ont jamais été implémentées. Et donc l'appréhension, c'est d'avoir de très bonnes résolutions comme celle-là disparaître dans les tiroirs
Donc, et aussi, enfin, peut-être c'est pour finir par là, il faudrait rendre transparentes toutes les propositions qui ont été faites au niveau du Grand Dialogue national. Parce que jusqu'à présent, c'est à tête chez les choses, on ne sait pas effectivement tout ce qui a été arrêté, ou bien tout ce qui est porté sur la table du chef de l'État. Donc il faudrait qu'on les mette à la disposition de tout le monde. Oh ben, il y a un rapport général qui a été lu à la fin des travaux par le rapporteur je dis, général. au-delà de cela, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation. Peut-être que c'est lorsque tout sera arrêté, en termes de, ou bien transformé en termes de résolution, que cela pourrait être porté à la connaissance du public. Je profite également pour dire merci au chef de l'État pour avoir pris des mesures effectives, ou bien un début de mesures effectives pour la décrispation de l'atmosphère politique au travers de la libération des militants du MRC et au travers de la libération des 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Dans le cadre de la crise anglophone. Je crois que c'est autant de choses. C'est une preuve supplémentaire qu'il est à l'écoute, n'est-ce pas, des populations, même si il y a des personnes qui estiment que ce n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà quelque chose. On va s'en tenir à cela. Infiniment merci, messieurs, d'être venus. Merci à vous, docteur Georges Edimo-Mongori. Merci. Vous êtes politologue, vous êtes également très intéressé par les questions économiques. Merci, docteur Joël Raphaël Ouanssi. Vous êtes juriste, internationaliste. Merci au docteur Moussa Dassa Khalil. Vous êtes enseignant de droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Exactement. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison 237 débat. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.